Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver pour vos éditions d'information à la une ce lundi. Frayeur à Fa'a cet après-midi. Un feu s'est déclaré à 15h30 dans un ancien motel désaffecté face à la gendarmerie. Grâce à la réactivité des secours et des forces de sécurité, l'incendie a été maîtrisé et 40 personnes du voisinage évacuées sans encombre. Dans la même commune, la gestion des déchets continue de faire couler de l'encre. Mise au point du maire Oscar Temarou ce matin face aux médias, le Tavana estime que Fa'a est un exemple en matière de traitement des déchets. Fin de mandat pour Patrick Apolcini à la tête de l'Université de Polynésie. Maître de conférence en informatique depuis 1994, notre invité y a gravi les échelons avant de devenir président de l'établissement en 2017. Ce soir, il revient avec nous au plateau sur ses réalisations marquantes et les défis rencontrés. La troupe du collège Saint-Raphaël de Rikitea a brillé au Heiva Taurea avec 5 prix. Avant le retour sur leur île, les élèves ont vécu un dernier moment de découverte et de fierté culturelle. Grosse frayeur cet après-midi à Fa'a. Un incendie s'est déclaré à 15h30 dans un ancien hôtel abandonné juste en face de la gendarmerie. Les images impressionnantes ont rapidement fait le tour de la toile. Heureusement, l'intervention rapide des secours et des autorités a permis d'éviter le pire pour le voisinage. Le reportage de Nicolas Pérez et Sam Teinaouri. C'est aux alentours de 15h30 qu'un incendie s'est déclaré sur le site de l'ancien hôtel Eikare Inn de Fa'a, appelé aussi Hôtel Papa Raymond, un établissement qui était sous scellé depuis 5 ans suite à une affaire de proxénétisme. Abandonné depuis, cet hôtel est parti en fumée en moins d'une heure. Nous sommes ici sur un hôtel désaffecté, un bâtiment en R+1 d'une surface un peu supérieure à 500 mètres carrés. Donc rapidement, grâce à l'action rapide des sapeurs-pompiers, le feu était rapidement maîtrisé. Donc à l'heure où je vous parle, le feu est maîtrisé et il n'y a pas de risque de propagation. Malgré sa mise sous scellé, le bâtiment était régulièrement fréquenté par des marginaux. Fort heureusement, les services de secours n'ont découvert aucune victime. Pas de victime présumée à l'intérieur. Nous avons toutefois l'information que cet hôtel désaffecté aurait pu être squatté. C'est pourquoi les sapeurs-pompiers vont devoir se rendre dans l'ensemble de l'établissement pour que nous puissions nous assurer qu'il n'y ait aucune victime. 8 véhicules de lutte contre l'incendie venus des brigades de Fa'a, Papeete, Punaouia, mais aussi de l'aéroport, ont été déployés. Au total, 25 soldats du feu ont été mobilisés. Sont engagés la gendarmerie de Fa'a et la police municipale également. Okay. Donc leur objectif pour eux, c'est de faire un périmètre de sécurité pour éviter que des gens extérieurs rentrent sur la zone d'intervention. Les forces de sécurité ont également fait l'évacuation des bâtiments adjacents. Donc on a une quarantaine de personnes qui ont été évacuées et nous allons mener des reconnaissances dans l'ensemble des bâtiments adjacents pour s'assurer qu'il n'y ait plus de risque pour la réintégration de ces gens-là. Si le feu a été rapidement maîtrisé, les secours devraient passer une partie de la soirée sur site pour écarter toute reprise du feu. Une enquête devra déterminer les causes de ce sinistre. La commune de Fa'a qui fait la une des médias ces derniers temps, pas pour des incendies, mais à cause d'une série de pannes sur les camions de ramassage des déchets. De la mauvaise publicité qui a fait réagir le maire, Oscar Temarou a tenu à faire une mise au point ce matin face aux journalistes. Il s'exprime dans ce reportage de Sophie Guébel et Mérité Atto. Fa'a croule sous les poubelles, je viens de le dire, ça manque un peu de fair play. Journal en main, Oscar Temarou tient à rectifier la situation. Depuis plusieurs jours, Fa'a a fait les gros titres en raison des déchets qui s'accumulent dans la commune. Des déchets qui n'étaient plus collectés durant plusieurs mois. En cause, des pannes en série sur les camions de ramassage. Des camions qui ne sont pas adaptés à la topographie de Fa'a. Le relief de la commune de Fa'a qui fait que nos camions montent avec des tonnes de déchets et redescendent, remonter, redescendre, ça use. Hein. C'est ce que j'essaie de faire, nous essayons de faire comprendre à cette population. Et on a besoin de vous, on a besoin des médias pour dire à la population la réalité, qu'elle doit participer. Hein. Ce qu'il faut dénoncer là, c'est l'incivisme. Je n'ai pas l'impression qu'un titre comme ça va faire comprendre quoi que ce soit à notre population. Difficile également de trouver les pièces de rechange pour ces camions qui fonctionnent avec des pièces électroniques spécifiques. Selon la mairie, un camion est encore hors service sur l'ensemble du parc, un parc en cours de renouvellement. Mais en attendant,
il faut recourir à la location. Les marchés sont en cours de signature, là, c'est parce qu'on a attendu un peu depuis le début d'année, même il y a 3-4 mois au travail, parce que c'est très long les appels d'offres, ça prend 3 mois déjà, quand on lance ces genres d'appels d'offres. D'ici au mois d'avril, ça doit se réguler. Ça se régule déjà, ça commence à... Là, ce que dit Tawana, il a raison, c'est des petits quartiers. Les nouveaux camions devraient être opérationnels en début d'année prochaine. Coût estimé pour la commune, 100 millions de francs. En dépit de la situation, Oscar Temarou estime que FAA est un exemple en matière de traitement des déchets avec la décharge de Moumouvaï. Décharge pourtant en dehors de tout cadre légal selon le tribunal administratif. En 2018 déjà, la Chambre territoriale des comptes recommandait sa fermeture. Du côté de l'Université de Polynésie, fin de mandature pour le président sortant Patrick Apolcini, investi depuis 1994 en tant que professeur en informatique. Notre invité a occupé plusieurs postes, notamment celui de directeur du département Sciences, Technologies et Santé. Il était vice-président du conseil d'administration de l'université avant de devenir président en 2017. On revient ce soir avec lui sur les réalisations qui l'ont marqué, mais aussi sur les obstacles rencontrés. Patrick Apolcini, bonsoir. Yarana, bonsoir. Alors vous terminez donc votre deuxième mandat à la tête de l'UPF. Peut-être revenir rapidement sur votre plus grande fierté. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses et on a beaucoup transformé notre établissement. En fait, on l'a transformé physiquement. Le campus a énormément évolué en quelques années. Et puis on l'a transformé dans la manière d'enseigner, dans les matières qui sont enseignées. On l'a transformé dans notre recherche. Parce que l'université, c'est aussi la recherche, même si on en parle un petit peu moins et c'est normal. Mais c'est aussi la recherche. Donc on l'a beaucoup transformé et on a encore de très très beaux projets de transformation pour les prochaines années. Avant de détailler cette transformation, votre mandat a également été marqué par la période de Covid. Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile, ça a été facile pour personne, mais bon, on a dû réagir sur le moment, on a fait vraiment de notre mieux, et ça nous a beaucoup appris. Aujourd'hui, on est vraiment rentré dans les possibilités de travailler avec des visioconférences, par exemple, où on n'était pas encore vraiment dans le game, dans le jeu à ce moment-là, de faire plus de cours à distance, d'avoir des plateformes d'enseignement à distance, etc. Ça nous a forcé, ça a été dur, ça a été difficile pour tout le monde, mais ça nous a forcé à évoluer, et on a évolué très rapidement grâce au Covid. Vous avez également évalué sur la carte de formation. Vous avez mis un point d'honneur à offrir une offre de formation adaptée aux besoins de la société et à l'avenir des étudiants. C'est un défi relevé aujourd'hui ? Oui, c'est un défi qui est grandement relevé, mais qui doit continuer parce qu'il faut s'adapter en permanence. Donc tous les ans, enfin pas tous les ans, mais très régulièrement, on remet à jour notre carte de formation. On propose de nouvelles formations. On a proposé des classes préparatoires pour préparer des écoles d'ingénieurs, par exemple, qui était vraiment un besoin important. Il n'y aura jamais d'école d'ingénieurs en Polynésie, donc c'est important de préparer nos étudiants à aller sur ces filières. On a mis en place des DUT, des diplômes universitaires de technologie, qui ont été transformés en BUT, donc en diplôme en 3 ans. Là aussi, on a suivi le mouvement. Et c'est des diplômes qui sont très professionnels. Et puis on a lancé cette année par exemple encore 2 nouvelles licences, une licence sciences pour l'ingénieur aussi, toujours avec cette idée de former nos jeunes à aller décrocher des diplômes d'ingénieur, et puis une licence sur les grandes transitions, sur tout ce qui est économie durable, tout ce qui est durabilité, tout ce qui est soutenabilité, les grands amphis, les grands enjeux des prochaines années. C'est une licence qui est pluridisciplinaire et qui est extrêmement intéressante, extrêmement importante. Et je précise qu'on est, avec donc cette université, il y a en tout et pour tout en France 2 universités qui proposent ce type de licence, et on est parmi ces 2-là, on en est très fiers. Des efforts réalisés, mais quelques points noirs qui subsistent: une population étudiante en léger recul, un taux de poursuite dans l'enseignement supérieur inférieur à celui de l'Hexagone, comme l'a révélé le dernier rapport de la Cour des comptes, et aussi un taux de réussite faible, notamment en début de cycle. Vous avez déjà déclaré, les jeunes s'inscrivent par défaut. Y a-t-il toujours aujourd'hui un problème d'orientation ? Alors, je ne sais pas si c'est de l'orientation, mais effectivement, on a un certain nombre de jeunes qui, très clairement, ont un bon bac, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas un bac qui les prépare à des études de type universitaire, des études longues, des études quand même qui sont assez théoriques pour certaines d'entre elles, donc ils ne sont pas préparés à cela. Et ils arrivent quand même chez nous, donc on les prend en charge. Aujourd'hui, on a vraiment mis en place des systèmes. Il y a ce qu'on appelle un diplôme d'université qui s'appelle Paréo, qui prend en charge ces jeunes, qui les aide à fabriquer leur projet professionnel,
professionnels, qui les aident à mieux rédiger, à mieux écrire, à mieux s'exprimer, etc. Et ensuite, on essaie de réinjecter ces jeunes dans des circuits de genre BTS, par exemple. Moi, quand un jeune arrive chez nous avec un baccalauréat qui, de prime abord, lui donne aucune chance de réussite chez nous, si pendant un an, on le fait travailler, on le fait progresser, qu'il sort de là avec un vrai projet professionnel et qu'il est en capacité de réintégrer un BTS, pour moi, c'est une réussite. Même si dans nos statistiques, c'est un échec. Ouais, ce sont des réussites qui ne sont pas forcément traduites dans les statistiques. Rapidement, je vous coupe, mais l'UPF, c'est l'éducation, mais c'est aussi la recherche. Dans quel domaine l'UPF est-elle en pointe aujourd'hui ? Alors, on a beaucoup travaillé, on est de très belles équipes sur tout ce qui est biodiversité, marine, terrestre, tout ce milieu, aquaculture, sur la perliculture, y compris avec des informaticiens. Par exemple, je suis informaticien qui travaille sur la perle, sur la perliculture, sur des choses comme ça. Et puis, on a aussi de très jolis projets en sciences humaines. On a par exemple... On a développé un partenariat avec le CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique. On a signé un accord avec le PDG du CNRS. Aujourd'hui, on est vraiment sur des choses très intéressantes. On a mis en place un laboratoire UPF-CNRS qui s'appelle la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, qui s'intéresse vraiment aux questions de sciences humaines et sociales. Et par exemple, dans ce cadre-là, on vient de décrocher, et je félicite mes collègues, Jacques Vernaudon et toute l'équipe de langue polynésienne, un très gros projet financé à l'auteur de 3 millions d'euros, donc 350 millions de francs CP, sur les langues polynésiennes et les langues océaniennes. Donc c'est pas seulement les langues polynésiennes, mais c'est tout le bassin océanique, par exemple. Ça, c'est un très joli projet de recherche avec des étudiants qui vont faire des thèses, etc. sur ces sujets-là. On prend toujours plaisir à se pencher sur les travaux, sur vos travaux en tout cas. Alors rapidement, en mot de fin, quel message souhaitez-vous transmettre à votre successeur et aussi aux étudiants ? Alors, on a un très beau slogan qui, moi, je l'aime beaucoup, qui dit « L'université est une chance, saisissez-la ». Donc ça, c'est vraiment le message pour les étudiants. Vous avez la chance d'avoir une université sur place, avec de très bons profs, les mêmes qu'en métropole, aussi bons que les autres, des conditions de travail qui sont exceptionnelles. Vraiment, venez voir le campus, c'est un vrai plaisir et c'est un vrai plaisir de travailler là-dedans. Donc, vous avez une belle université, saisissez-vous de cette chance-là. Ne regardez pas forcément ailleurs, on vous offre plein de choses. Dans le cadre du projet Narwa qui va se développer sur les 8 prochaines années, on va vous offrir plein de choses. Je reviens d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Hawaï. On est en train de fabriquer des doubles diplômes avec ces universités. Donc ça va être, on va pouvoir faire des échanges avec eux. On va pouvoir avoir un double diplôme université de Hawaï, université de Melbourne, UPF, etc. Donc vraiment, voilà, on a plein de choses se présentent et l'équipe qui vient saura prendre ça en main, j'en suis sûr. Le Pacifique n'a rien à envier au reste du monde. Merci Patrick Kapolsini d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Maruru Meitei. Grève évitée à la flottille administrative. Un protocole d'accord devrait être signé ce soir à 19h à la présidence. Pour rappel, les syndicats Hauteuil et celui des gens de mer avaient déposé un préavis de grève le 4 mars avec 4 points de revendication, parmi lesquels le respect du protocole d'accord signé en novembre 2024, le paiement d'heures supplémentaires effectuées et la titularisation de plusieurs agents. On écoute le président du syndicat des gens de mer. Il répond à Nicolas Pérez et Jeanne Tinouroy. C'est un grand soulagement pour les travailleurs parce que là, on va travailler sereinement. Les mecs, les agents vont porter leur casquette de vrais officiers. Et puis, c'est bon pour la sécurité, pour leur sécurité. Et puis, voilà, tout marche bien. C'est ce qu'on a toujours souhaité. Ils nous ont confirmé que ça va durer en gros 1 mois et demi. Que tous ces rappels de salaire, la mise en place du système pour être payé, que les agents soient payés. 5 prix et une deuxième place sur le podium. La troupe du collège Saint-Raphaël de Rikitea n'en espérait pas autant pour sa participation au Heiva Taurea. Une interprétation qui a émerveillé Toata et bien au-delà. Pour finir leur séjour en beauté, les élèves ont profité d'une journée rythmée par des découvertes et des partages culturels. Laure Philibert et Mathaï Horey les ont suivis. Regardez. Une séance d'éducation à la citoyenneté, délocalisée. En marge du Heiva Taurea, ces 39 collégiens de Rikitea, issus des classes de la 6e à la 3e, bénéficient d'une visite guidée de l'Assemblée. L'occasion de mieux comprendre le circuit législatif. C'est interdit d'influencer. Si aujourd'hui, plus aucun élu des Gambiers ne siège dans l'hémicycle, ces artistes en herbe se voient bien porter encore plus haut les couleurs de leur archipel. Je m'imagine déjà à l'Assemblée, à une réunion vraiment lourde et dure. T'aimerais bien plus tard faire de la politique ?
Ça m'intéresse. On a besoin de cette jeunesse parce que nous, on est là pendant un moment, mais on a besoin en fait que la classe politique soit renouvelée et que peut-être que nous avons aujourd'hui pu apercevoir un futur président de la Polynésie, un futur président de l'Assemblée ou même quelques ministres, voilà tout ça. Cette semaine de découverte de Tahiti est aussi l'occasion de tester d'autres loisirs. Déjà le shopping, parce que là-bas, il n'y a pas tout ce qu'on a. Si, McDo, oui. Ça, c'est cool? Ouais, c'est cool. Les restos qui sont là, les McDo, tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment sur notre île. Après une première participation au Heiva Taorea en 2019, le collège Saint-Raphaël de Rikitea a dû réaliser des levées de fonds durant 2 ans pour récolter les 6 millions de francs nécessaires au financement du projet. Un rêve consacré par 5 prix samedi soir. À l'ICEP, c'est tout l'établissement qui est venu assister à la dernière danse de la troupe avant son départ demain matin. Nos enfants comprennent maintenant pourquoi on leur a dit qu'ils ne dansaient pas que pour eux, ni pour le collège, mais c'est aussi pour leur famille, pour leur archipel, pour leurs ancêtres, tout ça. Les équipes pédagogiques espèrent que cette expérience incite les élèves à s'approprier encore davantage leur culture et la pratique du mangarévien. Un peu de sport dans ce journal avec des nouvelles de DTVA en pleine reconstruction. En retrait sur les dernières saisons, les électriciens du plan d'eau pourraient bien faire un retour fracassant sur le devant de la scène. C'est en tout cas leur objectif. Reportage d'Oriano Tefao et Désiré Tevao. Les rameurs de DTVA sont bien loin de leur terrain de jeu habituel. Au football, c'est la cohésion d'équipe que cherche à construire l'entraîneur Heiari Mama. Aujourd'hui, journée détente. On a bien travaillé pendant un mois. Du coup, là, on commence un peu à souffler un peu, taper un peu dans le relax. Et c'est important pour resserrer cette cohésion de l'équipe? Oui, très important pour se ressouder et puis partager des moments collégiaux. Heiari Mama dispose d'un groupe de 24 rameurs. Des glorieux anciens comme Lono Teururei et Manatea Bob Dupont, qui ramaient sous les couleurs de Hinaroria ces dernières saisons, reviennent dans le club où ils ont remporté 4 Hawaii Kinui entre 2014 et 2017. Chris Faremiro, Patrick Ewing ou encore Heiva Payeamu rejoignent aussi les électriciens cette saison. Aux côtés de ces rameurs d'expérience, les jeunes espoirs du club sont à l'écoute. C'est vrai que nous, on est des jeunes du coup, donc on est là pour suivre un peu l'exemple des plus aînés. Nous servent un peu de pilier, quoi. Voilà. Mais sinon, à part ça, la cohésion elle est superbe. On travaille dessus, on travaille sur notre tahoe, quoi. Il faut du travail encore. C'est que notre première année, là, on n'est qu'à notre 2e mois d'entraînement. Et voilà, je pense que l'équipe va se construire petit à petit. Devant, derrière, il y a papillon en main. Même après 3 heures, il y a papillon en main. Il y a après. Attention! Retour sur le plan d'eau. Aujourd'hui, les rameurs travaillent leur endurance et la précision de leur coup de rame. Objectif, trouver ce fameux tahoe. Voilà, synchronisation et puis maintenir la pression pendant les 8 fois 25 minutes. Pour moi, pas jusqu'à la fin. C'est un travail de groupe, synchronisation, le balancement. Tous ensemble. Moi, ce que je dis aux jeunes, c'est que ça se passe sur l'eau. Il ne faut pas rester à tâter et parler cinq mots. Non. Il faut passer des heures sur l'eau. Et les jeunes, non, c'est leur motivation, c'est leur jeunesse qu'on veut aussi, c'est leur fraîcheur. Donc je pense que ça peut bien matcher avec nous. Le 22 mars marque le premier grand rendez-vous de la saison de VA avec la traditionnelle course de V6 marathon entre Tahiti et Moorea. L'objectif pour cette nouvelle équipe de DTVA sera d'accrocher au moins le podium. De l'effort, mais aussi de la fête dans cette édition. Retour réussi pour le Raromatei Festival qui fait danser la population des îles sous le vent. Après Bora Bora, la tournée des artistes locaux s'est poursuivie à Raiatea où l'ambiance était au rendez-vous vendredi soir. Jessica Doucet s'est mêlée aux festivaliers, sourire rassuré, vous le verrez.
Une fois de plus, l'événement musical a tenu toutes ses promesses, celle de donner l'opportunité aux habitants des îles de profiter d'un plateau artistique rassemblant des groupes locaux en vogue à Tahiti, Marua, Fort Bob, Rehe Sound, Kenzo, Shashaman ou encore Keiloa, reggae, rock et vibration bring, tous les styles réunis en un seul lieu. Super ambiance, malgré le temps, malgré un peu qu'il n'y a pas trop de monde, on est là, ça crie, on s'amuse bien, on profite. Ah, la soirée, super soirée. Des groupes choisis pour ce soir? C'est carrément top. Vous appréciez la musique? Oui, carrément. Ouais, tous les groupes, le groupe de Bora, il était super top, il a bien introduit la soirée. Et là, Kailo, il met l'ambiance là en ce moment. Hein. On adore, Aruru. Malgré quelques soucis logistiques et surtout la météo capricieuse, la soirée s'est déroulée sans encombre. 500 personnes se sont déplacées à Bora Bora, près de 300 à Huahine le week-end dernier. Reiatea a répondu en masse, de quoi motiver l'organisation. Écoute, la mise en place a été assez compliquée, mais on a réussi à tout mettre en place. Beaucoup de monde est venu au rendez-vous, aucun incident. Là, c'était assez fatigant, mais quand je vois l'engouement de la population, ça donne forcément envie de revenir. Pour sa dernière représentation, direction Taha'a, un concert en journée joué à guichet fermé. Au programme de votre soirée sur TNTV, vos émissions locales suivies de 2 épisodes de la série Panda et d'un nouveau numéro d'enquête exclusive. On se quitte sur ces images de la prestation du collège de Rurutu Heiva Taurea, où lorsque la jeunesse polynésienne honore sa culture. Excellente soirée à tous, à demain.